Assister les personnes vivant avec un handicap en développant de nouvelles technologies d'assistance qui les soutiendront dans leur quotidien, c'est l'objectif de plusieurs chercheurs partout à travers le monde. Fairplay présente, en collaboration avec Ami Télé, Connecter sur l'avenir pour assister. L'accès à de nouveaux outils d'assistance, c'est certainement une façon de favoriser l'inclusion de tous. Nous avons réuni 3 témoins pour leur présenter de récentes innovations et pour qu'ils discutent des possibilités qu'offre la technologie. Assister, je pense que c'est toujours une partie importante de développer son autonomie, mais souvent, assister est synonyme de ressources humaines, de préposés, de soutien à domicile, alors que je pense que si tu veux avoir une certaine joie au quotidien de préparer toi-même ton café, de choisir le vêtement que tu veux mettre, je pense que s'il y a une technologie qui peut nous aider à faire ce choix-là, dans l'idée de l'assistance, moi, ça me donnerait une possibilité de choix qui m'interpelle beaucoup. Je m'appelle Sylvain Lemay, je suis une personne handicapée, je me déplace en fauteuil roulant manuel et j'aime la technologie parce que ça peut m'aider à mieux vivre. Si on parle d'assistance humaine versus technologique, la deuxième me donne vraiment beaucoup plus une sensation d'autonomie. Pourtant, c'est une assistance quand même, hein? Mais personnellement, je préfère une assistance technologique. Je suis Christine Rousseau, j'ai la maladie de Stargardt qui affecte ma vision centrale et j'adore la technologie parce que grâce à elle, j'ai réussi à avoir un niveau d'accessibilité et d'autonomie aujourd'hui à laquelle j'aurais jamais pu rêver même il y a 15 ans. Moi, j'aurais beaucoup assistance avec des fois facilité, dans le but de faciliter des fois le quotidien qui comprend une lourdeur additionnelle quand on en est dépourvu, quand on a des limites. Je suis Marc-Yves Bietsavard, je suis atteint de paralysie cérébrale, donc je me déplace en fauteuil roulant. La technologie me permet de pouvoir fonctionner à mon plein potentiel. On veut une autonomie sur le marché du travail et là, l'assistance technologique peut être un gage d'insertion professionnelle aussi, puis de démontrer ses pleines capacités comme quelqu'un d'autre. Donc, si tu as des assistances technologiques qui peuvent démontrer que tu es capable d'avoir la même capacité professionnelle qu'un autre, tu es beaucoup moins discriminé, je pense, entre guillemets, par rapport à l'intégration. C'est pour ça que je trouve que, personnellement, je dis que la technologie change ma vie. J'aurais pas pu rêver au niveau d'autonomie que j'ai aujourd'hui grâce à la technologie. Le fait de me déplacer, le fait d'avoir pu étudier, le fait de pouvoir avoir intégré le marché du travail régulier comme professionnel, tout ça grâce à des assistantes technologiques qui n'existaient pas nécessairement il y a 20 ans. C'est impressionnant à quel point ça change une vie, là. À l'École de technologie supérieure, l'ETS à Montréal, se trouve la chaire de recherche industrielle en technologie intra-auriculaire. Dirigée par le professeur Jérémy Voix, elle se penche entre autres sur le développement de l'oreille bionique et de différentes applications qui pourront y être intégrées. Mon intérêt premier, c'était vraiment de prévenir notamment la surdité industrielle. Je suis Jérémy Voix, professeur-chercheur à l'École de technologie supérieure. Je me suis rendu compte que finalement beaucoup de personnes, notamment des travailleurs qui travaillent dans des milieux bruyants, étaient à risque de perdre leur audition. Et vous savez, lorsqu'on perd l'audition, c'est irréversible malheureusement. Et les seules choses qu'on puisse faire, c'est finalement suppléer à ça, justement par des aides auditives ou de l'assistance. Donc assez tôt durant ma carrière professionnelle, j'ai finalement travaillé sur des protecteurs auditifs dits intelligents, c'est-à-dire des protecteurs auditifs qui allaient permettre de protéger l'oreille des bruits néfastes, donc les bruits qui sont finalement trop forts, mais permettre aussi aux travailleurs, aux porteurs, d'entendre les signaux utiles, donc la parole, les signaux d'alarme. Donc c'était vraiment ce filtrage sélectif que j'ai commencé par faire. Donc avec l'équipe ici de recherche à l'ETS, on a développé un protecteur auditif qui est numérique et qui filtre les signaux utiles. Il s'agit d'un petit bouchon en mousse, donc l'on va insérer dans le conduit auditif. Donc vous avez à l'extérieur du bouchon un petit microphone, une miniature, qui va finalement laisser passer à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez un petit haut-parleur et entre les deux, de l'électronique. Donc c'est ce qu'on a ici dans ce boîtier-là. Et on va finalement choisir les sons qui sont entendus par le travailleur.
Ce que l'on a en plus pour la communication, on va avoir un autre microphone qui se trouve cette fois à l'intérieur du bouchon. Et ce microphone-là va prendre la voix du porteur, donc la voix du travailleur, mais pas la voix qui sort évidemment de la bouche, mais la voix qui sort bien de l'oreille. Donc c'est là que c'est intéressant parce qu'effectivement, lorsqu'on parle, il y a une partie de l'énergie qui est disponible dans l'oreille occluse, c'est-à-dire bouchée. Et évidemment, c'est un signal qui va être très propre, il n'y a pas de bruit qui le contamine. C'est ce qui permet aux travailleurs de communiquer entre eux, même dans un environnement bruyant. Ce produit a été ensuite finalement mis sur le marché par une grosse multinationale d'origine américaine. Donc ce qui est inédit dans cette approche, c'est que finalement le produit qui a été commercialisé, c'est aussi pour nous une plateforme de recherche, c'est-à-dire un outil sur lequel on va pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités avec finalement l'objectif global ultime d'avoir une sorte d'oreille bionique. Donc une oreille bionique, c'est quoi? C'est quelque chose qui à la fois nous permette d'être protégé lorsque c'est trop fort, de mieux entendre lorsqu'on a besoin, mais aussi finalement de suppléer à certaines fonctions. Donc dans les nombreuses applications qu'on a, on aimerait effectivement pouvoir faire en sorte, par exemple, que toutes les machines connectées que l'on a, donc pensez au système de wearable, de montres, etc., qui prennent en permanence vos biosignaux, les informations corporelles, ce sont des informations qui sont disponibles par exemple dans l'oreille, donc l'on peut aller chercher simplement à partir de la même plateforme déjà existante. Donc l'idée c'est finalement de faire converger tous ces éléments de technologie à l'intérieur de l'oreille, que l'on appellera alors oreille bionique. L'oreille bionique, moi je trouve ça wow de première vue. J'en vois différentes applications, mais je trouve la technologie en soi, puis la fascination que l'humain porte à améliorer ses aptitudes, fascinant puis inspirant. C'est impressionnant à quel point ils sont capables d'aller chercher au niveau de l'oreille les mêmes types d'informations qu'on pourrait avoir au niveau du poignet, par exemple. Moi, je ne savais pas. Ici, l'innovation que je trouve vraiment fascinante, c'est de prévenir avant de compenser. Et ça, c'est rare. Et ça veut dire que le développement de cette technologie-là avait pour but de réduire la capacité de perte auditive en milieu de travail. Mais là, on réalise qu'il y a plein d'autres applications possibles, dont, entre autres, pour des clientèles qu'on n'avait pas soupçonnées. Parce qu'on le sait, un des facteurs qui amène beaucoup la perte au niveau de l'audition, c'est qu'on est entouré de bruit. Donc, ça touche un marché potentiel gigantesque parce qu'on est tous surexposés, ne serait-ce que par le bruit des camions, le bruit des bus, des voitures, ainsi de suite. Après la pause, différentes applications de l'oreille bionique. Connecté sur l'avenir vous revient dans un instant. De retour à Connecté sur l'avenir. Assister l'oreille humaine pour aider à la concentration, c'est un des objectifs de l'oreille bionique. Avec son équipe, Jérémy Voix travaille à développer des applications qui seraient intégrées à son dispositif et qui permettraient d'aider plus de gens. Dans le cadre de mon doctorat, on a développé justement un brevet qui va nous permettre d'aller bénéficier de l'oreille bionique avec les signaux d'électroencéphalographie. Et le but, c'est de détecter si une personne est en train de se concentrer et d'ensuite, c'est de l'isoler de son environnement, en fait. Donc, de pouvoir maintenir un état de concentration plus longtemps et de pouvoir vraiment s'adapter à l'utilisateur en temps réel, c'est quelque chose qui, on pense, va être très utile dans les environnements de travail d'aujourd'hui, mais aussi pour des gens qui ont du mal à se concentrer. Je m'appelle Gabrielle Créto-Richer. Je suis candidate au doctorat en technologie de la santé à l'ETS. Gabrielle installe des électrodes autour de l'oreille de Philippe, un participant de l'étude, pour voir s'il est concentré ou non. Ces électrodes permettent de visualiser son activité cérébrale pendant qu'il étudie. En ce moment, il se prépare pour ses examens de fin d'année en ingénierie. On va installer des oreillettes dans ses oreilles pour pouvoir contrôler justement le niveau de bruit autour de lui. Ces oreillettes-là vont être contrôlées, dans le fond, par les signaux des électrodes qu'on reçoit. Tout autour de l'oreille, ici, on voit des électrodes en argent, en fait, qui sont disposées à différents endroits. Donc, on va enregistrer des signaux qui sont un tout petit peu différents d'un emplacement à un autre, et on en a 10 en ce moment autour de chaque oreille. Et chacune de ces électrodes, moi, je la reçois sur mon écran. Moi, à partir de ces signaux-là, je vais les décomposer en différents rythmes, en fait. Et puis, la façon dont j'essaie de déterminer l'état cognitif de Philippe, c'est que j'essaye de voir ces différents rythmes-là, leur puissance, leur force. Et il y a différents groupes de rythmes, de fréquences cérébrales. Et selon
la puissance de ces rythmes-là, mes algorithmes d'intelligence artificielle peuvent déterminer s'il est en train d'essayer de se concentrer ou pas. Donc, allier la technologie que moi j'ai faite d'imagerie du cerveau avec la technologie de Jérémy qui permet d'avoir un mode occlu agréable pour la personne. On peut l'isoler sans qu'elle se sente enfermée, mais que ça soit déterminé quand est-ce qu'on fait ça par rapport à son état de concentration. C'est ça le point culminant de mon doctorat à moi, en fait. Un autre projet en cours dans le laboratoire de Jérémy Voix a pour but d'aider les personnes qui ont une hypersensibilité au bruit. Par exemple, des personnes autistes. J'ai moi-même cette hypersensibilité. Alors, je suis personnellement très motivée par ce projet. Je m'appelle Danielle Bénèche et je fais ma maîtrise en génie à l'ETS. Je crois que ce projet pourrait résoudre plusieurs problèmes, notamment le fait qu'il y a peu de recherches sur l'hypersensibilité au son, sur les solutions optimales pour la traiter, sur ses causes, sur les différents types. Par exemple, si les gens vivant avec un trouble du spectre de l'autisme sont plus sensibles à des sons spécifiques ou plus forts, ou s'il y a des récurrences dans les types de sons qui les affectent. Je crois qu'en ayant accès à la fois au stress et aux sons auxquels les gens sont exposés, on peut arriver à concevoir un dispositif qui atténue les sons, seulement lorsque c'est vraiment nécessaire. Actuellement, pour se protéger de certains sons, les gens s'isolent, et malgré le peu de recherches sur le sujet, mais basé sur ce qu'on sait jusqu'à présent, on croit que ça pourrait s'avérer problématique, qu'avec le temps, ça pourrait accroître la sensibilité au son. Une étude a démontré qu'après 2 semaines avec des bouchons dans les oreilles, des sujets neurotypiques étaient devenus plus sensibles au son. Pour son projet, Danielle doit recueillir des informations sur le stress relié à différents sons. Pour ce faire, la participante à ces tests doit porter l'oreille bionique et une ceinture qui mesure ses battements cardiaques et sa respiration. Donc ce sont ces mesures de référence qu'elle compare avec le microphone qui est dans l'oreille et qui, lui, enregistre tous les signaux physiologiques. Donc encore une fois, le son du cœur et le son de la respiration. Pendant qu'elle fait ça, elle va stresser la personne. Et pour stresser la personne, elle va utiliser les oreillettes. Et avec les oreillettes qui enregistrent les signaux, elle va également envoyer des sons qui sont désagréables pour cette personne. Et à terme, ce que l'on fait, c'est que quand on détecte finalement le stress chez le porteur, eh bien, on va pouvoir couper le son ambiant en baissant finalement le gain du microphone externe. Donc le microphone externe va jouer les sons mais beaucoup moins forts. Donc imaginons qu'un chien aboie et que ça provoque une réaction panique, eh bien dès l'aboiement détecté, on va couper le son, atténuer le son pour que la personne soit finalement protégée. Je souhaite vraiment un jour avoir cette oreille bionique pour mon propre usage. J'ai moi-même certaines attentes. J'aimerais avoir un dispositif qui me protège lorsque j'ai besoin d'être protégé, qui fasse en sorte que je ne sois pas perturbé par mes alertes de téléphone, etc. lorsque je suis concentré. Donc en réalité, le client numéro 1 dans toutes ces applications, c'est vraiment moi. Donc c'est un peu la motivation, on va dire, égoïste. Mais en même temps, je vois très bien que ça peut bénéficier à évidemment beaucoup de monde. Moi, dans mon travail, depuis à peu près une vingtaine d'années, j'accompagne dans leurs projets d'études des étudiants, des étudiantes. Et là, quand on parle de réduire le stress lors des passations d'examen, s'assurer d'un environnement propice, tous les étudiants et toutes les étudiantes qui sont dans des amphithéâtres stressés parce qu'il y a du bruit, le stylo qui fait du bruit, quelqu'un qui tousse, la chaise qu'on bouge, pourraient maintenant sélectionner à partir de cet appareil-là certaines sources de bruit qu'ils ne désirent pas entendre. Et l'autre valeur ajoutée, je pense que c'est pour toute personne autiste, la possibilité de prévenir des bruits qui peuvent amener une surcharge cognitive, puis voire même une désorganisation. Moi, ce que j'aime aussi, au-delà de toutes les fonctions, parce que clairement, là, je pense que nous trois, on aimerait avoir l'oreille bionique, au-delà de ça, c'est que ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce n'est plus un produit niché. Et malheureusement, souvent, en apparence, on voit une fonction, par exemple, au niveau d'un produit, puis on pense à une seule communauté qui pourrait en bénéficier. Alors que si on prend un petit pas de recul, puis qu'on regarde vraiment tout le potentiel que ça peut avoir, automatiquement, on réussit à avoir des coûts beaucoup moins élevés, mais en plus, une acceptabilité sociale de l'utilisation de ce produit-là qui est automatique. Tout à fait. Tout à fait. Puis non, pour vrai, c'est éviter la vision tunnel dans une innovation technologique. Je crois que la clé
dans son adoption collective. Puis, étant moi-même sorti de l'université récemment, j'aurais certainement apprécié l'usage de cet appareil pour réussir mes examens. Après la pause, retrouvez le mouvement de ses jambes grâce à un exosquelette. Connecté sur l'avenir vous revient dans un instant. De retour à Connecté sur l'avenir. Assister l'humain pour lui redonner sa mobilité, c'est ce que réussit l'exosquelette Twice. En Suisse, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL, on a créé un exosquelette motorisé, léger, facile à utiliser, qui assiste les personnes paralysées dans leurs mouvements pour leur permettre de marcher, monter et descendre des escaliers, et même faire du ski de fond. Cet exosquelette, c'est le Twice. C'est un squelette finalement qui va se mettre en parallèle de la jambe humaine. Motorisé sur l'articulation de la hanche et motorisé sur l'articulation du genou, ce sera le porteur de l'exosquelette et qui va à chaque fois appuyer sur un bouton, ce processus séquentiel d'appui qui vont par la suite aider la personne à marcher. Mohamed Bouri, chef de groupe du groupe Réassist à l'EPFL, et nous travaillons sur la rééducation des membres inférieurs et la robotique d'assistance. Il y a eu pas mal d'efforts en fait, effectués afin d'avoir des moteurs aussi légers que possible, la structure la plus légère possible. Et là, on est autour de 17 kg pour la dernière variante de l'exosquelette. Et on est sur une structure avec des matériaux composites, donc avec des plaques en fibre de carbone. Silke Pan est paraplégique et a contribué au développement de Twice. L'exosquelette est en position assise, juste à côté de mon fauteuil, pour que je puisse, moi, soulever mon bassin et me mettre dedans. Pour utiliser le Twice, Silke transfère de son fauteuil roulant à l'exosquelette, qui est installé sur une chaise en position assise. Elle doit ensuite attacher des fixations à ses deux pieds et au haut de son corps. J'ai deux sangles, une qui vient sur le ventre et une qui vient sous la poitrine, qui me permettent de retenir mon buste. La prochaine étape, c'est de prendre les béquilles, de mettre un casque de sécurité qu'on met toujours, même si il n'y a pas de risque en tant que tel, mais c'est comme dans la voiture de mettre la ceinture de sécurité. Donc, je porte au poignet une montre, une smart montre qui est connectée, qui est finalement l'écran de contrôle des fonctions que je manipule avec ma main droite sur la béquille. Donc là, je vais me mettre en position pour pouvoir me lever. Je clique sur un des boutons qui permet de pencher mon buste en avant. Et ainsi, je peux me relever. Et voilà. Un pilote comme Silke Pan, qui est atteinte d'une paraplégie complète, c'est-à-dire à peu près depuis le milieu du tronc, elle ne ressent rien. Et depuis le milieu du corps, en fait, elle n'a aucune capacité motrice. Elle ne peut pas bouger ses jambes. Et c'est effectivement l'exosquelette qui, attaché au haut du corps, il maintient en fait le tronc dans sa verticalité. L'exosquelette en fait qui va marcher pour elle et avec elle, contrôlé par elle. Je suis paraplégique depuis l'année 2007. Je suis tombée d'un trapèze. J'étais artiste de cirque, trapéziste. Et je me suis cassée la 10e et 11e vertèbre dorsale, avec une paraplégie complète. Depuis 2016, je participe au développement de cet exosquelette qui a énormément évolué depuis. Les premiers essais que nous avons faits avec cet exosquelette n'avaient encore rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de pouvoir contribuer à ce développement depuis le début en tant que pilote d'essai, c'est-à-dire que je donnais mes retours, mes ressentis, mes suggestions. Et c'est comme ça que nous avons pu faire évoluer cet appareil afin qu'il devienne, comme aujourd'hui, utilisable pour un grand nombre de personnes à mobilité réduite. On a eu beaucoup de chance, en fait, à trouver une personne
comme Silke au tout début de notre projet de recherche, parce que c'est une athlète, c'est une compétitrice, et c'est une personne qui est résiliente et qui est persévérante. Et elle est juste d'une aide et d'un accompagnement extraordinaire pour le projet. Même si l'exosquelette fonctionne très bien, le protocole d'utilisation exige qu'il y ait toujours une personne qui suit Silke pour sa sécurité. J'ai utilisé cet exosquelette pour la première fois, 9 ans, après avoir eu l'accident. C'était la première fois que je me remettais debout sur mes jambes, que mes jambes, qui étaient toujours auparavant au-dessous de moi, sans utilité, que je les traînais avec moi, un peu comme une poupée chiffon. À ce moment-là, elles reprenaient une utilité parce que j'étais debout, je posais sur ces jambes. Et en plus, ce qui était pour moi extraordinaire, c'est que ces jambes se sont mises à bouger. Bien sûr, pas par mes propres nerfs et mes propres muscles, mais c'était la première fois que je revoyais mes jambes qui faisaient un mouvement de marche et c'était une émotion indescriptible, tellement belle, c'était plus qu'un rêve. Ce qui est un avantage de cet exosquelette, c'est qu'il laisse beaucoup de liberté à son utilisateur. L'utilisateur doit être aux commandes de l'appareil et vraiment réfléchir à comment je place mes épaules, combien je mets de tension sur la béquille pour placer mon corps dans la bonne position, où est-ce que je transfère le poids du corps pour pouvoir faire le pas. Il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer et c'est ça qui est merveilleux, qui est différent de quand on est juste en fauteuil roulant. Mais là, on est de nouveau entier aussi par rapport à la position. On n'est pas coupé en deux, assis, on est dans une ligne verticale et on est relié, terre-ciel. Je trouve que c'est beau ça. Le son, pour moi, c'est un appui. Ça me permet d'entendre les mouvements, puisque je ne ressens rien. Quelque chose qui semble ennuyeux, dérangeant, et finalement quelque chose qui va aider à avoir une meilleure information de son mouvement dans l'espace. Le Twice permet de marcher sur les terrains plats, mais aussi de monter et descendre les escaliers. L'exosquelette Twice est ajustable, ce qui fait qu'il peut être porté par des personnes mesurant jusqu'à 1,85 m et pouvant peser jusqu'à 90 kg. Les moteurs qui permettent d'activer le Twice fonctionnent à l'aide d'une batterie que l'utilisateur porte sur le dos et qui a une autonomie d'environ 3 heures selon le type d'activité. L'exosquelette tel qu'il est à l'EPFL est un projet de recherche. Le projet a été transféré en tant que développement technique à une entreprise, une start-up de l'EPFL, et je suis confiant que cette équipe très dynamique puisse le mettre sur le marché bientôt et à un prix qu'il pense être accessible. Les exosquelettes sont en train de se populariser, on en voit de plus en plus et les gens sont intrigués, mais positivement. Il y en a qui posent la question, ce que c'est. Et puis, moi, je pense que dans les prochaines années, on va en voir de plus en plus dans les rues. C'est vraiment impressionnant, hein, l'exosquelette. Est-ce que vous aimeriez ça l'utiliser? Bien, moi, Christine, s'il vient en veston-cravate, oui. Parce que pour l'instant, comme amateur de cinéma, j'ai l'impression que ça fait très robotique. Par contre, la personne qui travaille au développement depuis le début a l'air tellement heureuse de l'utiliser, mais aussi de se revoir en position debout. Ouais. Ne serait-ce que pour remettre en circulation le flux sanguin, étirer les ligaments, étirer les muscles. Le plaisir d'être debout est grand, mais il y a aussi un bénéfice. Je trouve ça touchant de voir la passion de cette fille-là, puis je suis curieux de savoir jusqu'où on va pouvoir aller en termes de développement. Pour toi, Marc-Olivier, est-ce que tu aimerais ça l'utiliser? Pour ma part, c'est sûr que d'emblée, n'ayant jamais eu l'expérience de marcher de manière fonctionnelle, moi, c'est de naissance, moi aussi, je peux comprendre l'enthousiasme de changer de position. On est constamment assis sur un fauteuil, les fesses collées. Oui. Puis à chaque fois que je me décolle de mon fauteuil, c'est comme
C'est vraiment plaisant. À la base, les exosquelettes, quand même, c'était au niveau d'une technologie militaire pour donner plus de capacité à l'être humain qui était pourtant en très bonne santé. Oui. Moi, l'humain bionique, là, j'en rêve. Je me dis, est-ce que vous vous imaginez peut-être qu'un jour, l'œil bionique ne me donnera pas juste une vision 20 sur 20, mais peut-être qu'elle va me donner encore même plus de vision? À ce moment-là, tout le monde, on pourra en bénéficier. Bien, la quête d'un homme à, justement, optimiser puis améliorer ses aptitudes fonctionnelles, c'est inspirant. Il y a un volet très science-fiction qui est intriguant, qui est passionnant, mais qui nous donne envie d'en savoir plus, puis je dirais à suivre. Exact. Ouais. Au retour, un dispositif médical d'aide à la vision plein de promesses. Connecté sur l'avenir vous revient après la pause. De retour à Connecter sur l'avenir. Pallier à un handicap pour retrouver une certaine vision et son autonomie, c'est la promesse de la nouvelle génération de ces lunettes. Au Michigan, dans la ville de Zeeland, on développe un dispositif médical qui aide les personnes ayant une basse vision ou qui ont perdu leur vision centrale à mieux voir. On s'affaire maintenant à créer une version plus abordable, qui sera bientôt disponible et pourra aider encore plus de personnes. Les premières lunettes eSight datent de 2013. Elles ont été créées par Conrad Lewis, un ingénieur électricien dont les deux sœurs ont perdu à un très jeune âge la vision centrale suite à la maladie de Stargardt. Je suis Roland Materne, directeur du marketing. Il y a 4 générations de eSight sur le marché et on s'apprête à lancer la prochaine génération. Actuellement, on compte environ 5000 utilisateurs à travers le monde, dont la plupart sont en Amérique du Nord. La prochaine génération est plus accessible en partie grâce au prix, à une technologie améliorée et parce qu'au point de vue esthétique, ce type de dispositif portable est mieux accepté. La première fonction du dispositif est de capter et afficher les images sur ces écrans d'Elo. Et sa principale fonctionnalité pour l'utilisateur est la commande de zoom. Je suis Sonali Agrawal, chef de produit pour les dispositifs médicaux. J'ai ici un modèle de la prochaine génération de lunettes que nous avons conçu en format très léger. Le dispositif compte une caméra haute définition qui capte les images que l'utilisateur ne peut plus voir et les transmet via un algorithme logiciel. Ensuite, 2 écrans, un devant chaque œil, projettent l'image sur la rétine. Puis, les photorécepteurs encore viables de l'utilisateur se chargent de transmettre l'information au cortex visuel. Le cerveau traite ces images comme pour toute autre vision et lorsque l'utilisateur se sert du zoom et des contrôles de contraste et de luminosité, le scotum, qu'on appelle aussi tache noire, s'estompe. La vision est alors parfaite pour voir les visages, lire, faire les activités quotidiennes. Il y a un port USB-C pour la recharge. Et cette nouvelle version comporte un bloc pile assez léger qu'on porte autour du cou et une nouvelle télécommande complètement personnalisable. Ces lunettes sont destinées aux gens qui ont une perte de vision centrale, mais qui ont encore une bonne vision périphérique. Le nerf optique produit une image, et avec ces lunettes, la caméra haute définition et les écrans, l'utilisateur pourra voir beaucoup mieux, avec une meilleure précision. La santé est un nouveau domaine pour Gentex, dont les champs d'action ont surtout été l'automobile, l'aérospatiale et la protection incendie. Je suis Brian Beardsley, directeur du développement corporatif. On a de formidables équipes d'ingénieurs et d'experts en développement de produits, soutenus par un pouvoir et une logistique d'approvisionnement inégalée dans l'industrie. Comme on est en mesure de négocier au nom d'une petite entreprise, même si les volumes sont plutôt modestes au début, on arrive à obtenir de meilleurs prix que si eSight agissait seul. Le fait qu'on puisse ainsi mettre nos services à contribution, surtout en fonction des volumes, pour les composantes, les fournisseurs, ça nous permet de nous concentrer sur la technologie et sur un produit d'exception, mais aussi sur la façon de rendre ce produit plus abordable pour l'utilisateur. Toutes les pièces sont fabriquées et assemblées ici, à Zeeland. On s'occupe aussi de la mise en entrepôt et du traitement des commandes pour eSight.
Pour moi, l'association avec Gentex, de mon côté, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens, mais en plus, ils ont une expertise qu'on peut utiliser pour essayer d'améliorer encore plus eSight. Vraiment, moi, je trouve ça génial. Puis il est certain que la part d'un nouveau partenaire pour le développement va faire en sorte que la part de marché et le développement va avoir un impact sur la réduction du coût. Non seulement elle devient de plus en plus esthétique, mais en plus de moins en moins chère, on avance. Puis c'est que moi, je suis pas complètement en désaccord avec les technologies qui coûtent très, très cher au départ. Parce que je me dis, il faut quand même commencer quelque part. Tout à fait. Puis éventuellement, c'est sûr qu'il faut être capable d'aller rejoindre les gens puis qu'on puisse la mettre, cette technologie-là, dans les mains des gens qui en ont besoin. Gary Foster est un utilisateur de cet appareil depuis plusieurs années. Il a perdu sa vision centrale à cause de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il a aidé Sonali à développer la nouvelle version. Il vient la rencontrer aujourd'hui pour essayer le plus récent prototype. Bonjour Gary. Bonjour Sonali. Comment allez-vous? Bien, je suis content d'être ici. Et moi, je suis contente de voir que vous portez vos eSight de la génération précédente. Je ne m'en passe jamais. Merveilleux. J'aimerais vous faire essayer la nouvelle génération. Certainement. Il y a les lunettes et le bloc pile. Tout d'abord, je trouve que le champ de vision est plus large et ça, c'est un impact significatif. Oui? Ah oui, tout à fait. Oui? Absolument. Et quand est-ce que je pourrai conduire ma voiture? Ça, c'est une très bonne chose à se souhaiter. eSight ne nous redonne pas notre vision d'origine. Mais ça nous donne une vision centrale complète et très claire. C'est un peu comme avoir des yeux bioniques. Je peux me servir du zoom puissant, ajuster les contrastes, la couleur, la luminosité et plus. Alors, ça fait plus que simplement me redonner ma vision. Je vois à peu près tout. Ce n'est pas la même chose qu'avec ma vision d'avant, mais ça me permet de faire tout ce que je faisais avant ma perte de vision. Gary nous a aidés à comprendre exactement ce qu'il voit et ne voit pas. Quand il porte le dispositif pour les essais, il nous donne des commentaires précis car il comprend l'importance de ce qu'on fait, de ce qu'on tente d'apporter à la collectivité. Il est très autonome et il a confiance en lui. Et c'est ce que j'ai apprécié lors de nos séances de travail. On fait un échange? Oui, j'aimerais bien voir ce dont on a l'air avec le nouveau modèle. Oui. Ça donne un profil beaucoup plus affiné. Si je vous voyais de l'autre côté de la rue, je croirais que vous portez des lunettes de soleil. Ah oui, très utile comme commentaire. Les choses évoluent bien selon moi. Et ces lunettes ont une plus belle allure. Peu importe la génération ou leur prix, le but est toujours de fournir le maximum d'avantages et de fonctions à l'utilisateur. Avec cette génération, on a optimisé un impressionnant ensemble de caractéristiques dans un format très léger. Toutes les caractéristiques des générations précédentes sont là, mais les lunettes sont plus élégantes et légères. Les eSight sont conçus pour que les gens qui vivent avec la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou avec une basse vision puissent avoir une vie encore plus normale. Les gens disent aimer qu'elles ressemblent à des lunettes de soleil. Donc s'ils les trouvent élégantes, ils vont les mettre pour sortir. Je retrouve la vision centrale que j'ai perdue. D'une certaine façon, c'est un peu comme si je voyais mon monde sur un écran de télé haute définition. Tout est en couleur, mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, je peux ajuster l'intensité, la luminosité, les contrastes de ces couleurs. Et ça, c'est très, très, très pratique. Si je regarde des affiches, par exemple, et que certaines couleurs sont difficiles à décoder, comme du vert lime sur un fond jaune, je peux les changer au noir et blanc, simplement en pressant un bouton. Alors, tout est très net et facile à voir. Avec un grossissement de 24 fois, je peux reconnaître quelqu'un à 100 pieds de moi parce que je peux me servir du zoom. Sans mes eSight, eh bien, par exemple,
Si je suis à la pêche et que ma ligne se casse, je ne peux pas enfiler une nouvelle ligne dans l'hameçon, car je ne la vois pas. Et la ligne non plus. Mais avec mes lunettes, je peux rendre le trou de l'hameçon aussi gros que celui d'un beigne. Et je peux enfiler ma ligne. Même chose pour faire passer un fil dans le chat d'une aiguille. Mais sans mes eyesight, je n'y arriverai jamais. La population vieillit, le nombre de personnes avec une perte de vision centrale va croître. Notre but est de rendre ce produit accessible au plus grand nombre de personnes possible. À l'avenir, ces appareils, comme le nôtre, qui favorisent l'accessibilité des gens avec des problèmes de vision, vont devenir monnaie courante un peu partout. Bien entendu, on travaille en fonction de faire baisser le prix de la prochaine génération. On espère le réduire de plusieurs milliers de dollars. Nous visons un prix entre 4 500 et 5 500 dollars américains. Le fait de pouvoir présenter cette technologie aux gens, de leur en parler et de m'impliquer dans son développement est très important pour moi. Je suis très fier de participer à ça et je vais continuer tant et aussi longtemps qu'on aura besoin de moi. Cette technologie m'a beaucoup aidé et je me réjouis à l'idée de continuer à explorer mon monde avec cette nouvelle génération quand elle sera disponible. Moi, je me souviens avoir essayé le tout premier modèle. L'ancienne version, c'était déjà de beaucoup amélioré. Et là, le nouveau modèle, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il dit que quand il les met, déjà, son champ visuel est plus grand. Et puis, en plus, le caractère esthétique. Qu'est-ce qui m'a touché particulièrement, c'est ça, c'était le souci à améliorer sa portabilité puis l'esthétique de la chose pour justement emmener à une acceptabilité sociale plus grande aussi, de la part de l'utilisateur, mais aussi des gens qui l'entourent. Tout à fait. Moi, je trouve que Gary était super chanceux. Là. Moi, j'adorerais participer à des projets comme ça. Déjà, moi, je me dis, si on ajoutait en plus de l'intelligence artificielle, on gagnerait encore plus en efficacité. Disons, au lieu d'être obligé de zoomer pour être capable de lire efficacement quelque chose, l'intelligence artificielle, aussitôt que ça passe dans mon champ de vision au niveau de la lunette, pourrait me le lire. Il pourrait même me détecter, par exemple, il y a des escaliers là, bien, automatiquement, il pourrait me changer le contraste pour être capable de mieux les voir. Honnêtement, je trouve qu'il y a énormément de potentiel à une paire de lunettes comme celle-là. Moi, j'en rêve. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Après la pause, la mécatronique pour développer des aides techniques à moindre coût. Connecté sur l'avenir vous revient dans un instant. De retour à Connecté sur l'avenir. Certaines personnes ont besoin d'assistance dans les tâches quotidiennes. Des chercheurs ont adopté une nouvelle approche pour leur venir en aide. À l'Université Laval à Québec, une équipe de chercheurs développe des technologies d'assistance. Leur outil, la mécatronique. La mécatronique, c'est un domaine du génie qui est un ensemble de mécanique, d'électronique, d'informatique, d'intelligence artificielle dans le but de trouver des solutions à des problématiques soit industrielles, médicales ou autres dans la vie du quotidien. Je suis Alexandre Campeau-Lecourt, professeur-chercheur à l'Université Laval. Ce qui m'a motivé à commencer à travailler dans ce domaine-là, c'est que, premièrement, toute ma famille est dans le domaine de la santé et aussi avec des amis que j'ai rencontrés qui sont en situation de handicap et que j'ai vu tous les défis qu'ils vivaient au quotidien, puis qu'avec le génie, justement, avec la mécatronique et tout, on pouvait trouver des solutions pour les aider. Notre laboratoire travaille sur des technologies d'assistance pour les personnes en situation de handicap et les aînés, comme par exemple des aides à l'alimentation, des exosquelettes, des orthèses de main ou même des prothèses aussi. Ce qui m'a amené à travailler avec Alexandre, en fait, c'est qu'on avait tous les deux différentes idées où on avait besoin de l'autre, en fait, parce qu'on travaille vraiment dans des domaines complémentaires. Je m'appelle Véronique Flamand, je suis professeure-chercheuse à l'Université Laval. On a plusieurs projets ensemble, en fait. On développe différentes technologies d'assistance ou de réadaptation pour aider les personnes qui ont différents types d'incapacités. Ce qui est nouveau dans notre approche, c'est beaucoup de travailler ensemble de manière interdisciplinaire avec le domaine du génie, de la réadaptation, physiothérapeute, ergothérapeute, le milieu clinique, les utilisateurs, utilisatrices aussi qui sont inclus. C'est important de ne pas faire les développements seuls dans nos bureaux puis penser qu'au final, ça va fonctionner. Il faut intégrer les utilisateurs,
utilisatrices dès le départ, avec des groupes de discussion au début. On fait un premier prototype, même si c'est vraiment de base, pour leur montrer, leur faire essayer. Puis c'est comme ça qu'on apprend qu'est-ce qui fonctionne pas, pour arriver avec une innovation au final. Le ressort ici, c'est normal qu'il y ait juste dans le milieu? Bonne question. On a par exemple Charles qui est avec nous, qui est un étudiant au baccalauréat en génie mécanique, qui vit avec une dystrophie musculaire. De l'avoir, qui peut travailler directement sur des problématiques de dystrophie musculaire ou même plein d'autres projets, bien, c'est intéressant pour lui, c'est intéressant pour l'équipe, puis on comprend mieux aussi toute la situation qui est reliée, là. Donc, je m'appelle Charles Larouche. Je suis auxiliaire de recherche au laboratoire de robotique de l'Université Laval. Je suis en fauteuil roulant depuis, je dirais, la première année au primaire. J'étudie en génie mécanique, donc je commence à avoir des connaissances dans ce domaine-là. Puis de pouvoir appliquer ça ensuite à des projets que je peux possiblement être un futur utilisateur, bien, c'est vraiment le fun. C'est un support de bras qu'on peut installer sur les fauteuils roulants, principalement sur des fauteuils roulants électriques. Puis le principe, en fait, c'est quand on appuie notre bras dessus, il y a des ressorts après le support qui fait en sorte que ça vient équilibrer le poids du bras. Donc, sans forcer, on peut lever à n'importe quelle hauteur notre bras. Puis, en fait, ça va être tout le temps compensé par le mécanisme en place. Le support de bras sur lequel Charles a travaillé, qui a développé, on l'a conçu dans l'idée où ça pourrait aider les personnes qui ont une faiblesse musculaire à utiliser les technologies numériques. Donc, quand on regarde, par exemple, son téléphone intelligent pour avoir le téléphone près de nous, ou bien ça peut aider une personne à prendre un objet sur la table, exemple une bouteille d'eau pour prendre une gorgée. C'est un premier prototype. C'est sûr qu'on ne le commercialisera pas présentement. Mais éventuellement, peut-être après une revue de design, qu'on pourrait peut-être éventuellement le commercialiser. Au niveau esthétique aussi, là, on pourrait... Est-ce que ça serait, par exemple, une bonne idée d'avoir quelque chose qui couvre tout ça? On avait déjà pensé de mettre des plastiques sur les côtés pour éviter justement de pouvoir mettre son bras dans le mécanisme pour pas qu'il y ait de blessures. De blessures, de tranchants ou quelque chose du genre. Oui. Quand on développe les différentes technologies, c'est certain qu'on est très centré sur s'assurer que ça soit accessible, donc le moins coûteux possible. Ça sert à rien de faire un robot à 300 000 $ qui fonctionne bien, mais qui, au final, il n'y a personne qui va pouvoir se l'offrir. Donc, le coût, c'est vraiment une de nos spécialités. C'est vraiment là où on met beaucoup d'accent pour que les choses soient accessibles. Par exemple, des aides à l'alimentation, sur le marché, c'est environ 8 000 $. Puis nous, on vise plutôt faire des choses qui soient accessibles dans le coin de 200 ou 1 000 $, là, pour que ça soit vraiment utilisé au final, puis que ça ne soit pas des gadgets technologiques qui ne puissent pas être utilisés. L'aide à l'alimentation s'adresse surtout aux personnes qui ont des difficultés de mouvement, c'est-à-dire, entre autres, des mouvements involontaires, donc des spasmes aux membres supérieurs, qui peut faire que c'est difficile pour elles de s'alimenter. C'est un mécanisme fait en aluminium qui est déposé sur une table en face de son utilisateur. La cuillère est attachée au mécanisme qui s'utilise à l'aide d'une poignée sur le côté. On dirait presque une pelle mécanique miniature. Ça permet à la personne d'aller pouvoir comme ça faire des mouvements pour aller à l'assiette et ensuite à la bouche. Le mécanisme, en même temps, nous permet d'amortir les mouvements. Comme ça, s'il y a un mouvement incoordonné rapide, il va amortir le mouvement, un peu comme un amortisseur de vélo. On a fait plusieurs versions. Celle-là, on l'a testé avec 4 personnes. Donc, c'était très prometteur, mais il y avait encore des choses à améliorer qu'on est en train de regarder. La poignée, elle a la molle. La plupart du temps, quand on teste nos prototypes, on va faire des enregistrements vidéo parce qu'on veut pouvoir s'y référer par la suite. On regarde plusieurs fois les enregistrements pour vraiment bien analyser les différents éléments puis pouvoir optimiser les choses par la suite. Ça. Tu en essayes un dernier ou tu veux l'essayer avec la cuillère? On a pu ici faire une phase de design pour que ça ressemble plus à un mécanisme attrayant qui puisse aller sur la table puis que les personnes n'aient pas peur d'amener ça au restaurant puis que ça les fasse sentir bizarre un petit peu ou différent. Là. Puis on a aussi optimisé les choses pour que ça soit plus petit puis que ça soit plus facile à transporter, que ça puisse se défaire, se ranger dans un sac. Puis plusieurs petits détails comme ça, mais qui sont très importants au final. Au départ, dans nos projets, on part un peu de rien. Il n'y a pas une solution magique, il faut vraiment y aller par itération. Donc, on commence avec des prototypes, avec de l'impression 3D, ensuite des choses en usinage et tout. Puis, on progresse
au fil du temps. Puis au final, on veut pas juste que ça reste un prototype qu'on laisse à l'université, qu'on a essayé avec une personne, puis là, on se dit, ah, ça pourrait fonctionner. Donc, on veut vraiment aller l'étape d'après pour le rendre disponible aux gens, donc le rendre une étape commercialisable, travailler avec des entreprises aussi, ou même partir de nos propres entreprises avec les étudiants et étudiantes pour que ça puisse être utile aux personnes qui en ont besoin au final. De voir des personnes venir avec des solutions fonctionnelles d'assistance, pour moi, je trouve ça génial. La mécatronique, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est l'art vraiment de mettre différentes disciplines, tout le monde la main à la pâte pour essayer de créer un résultat qui est, en plus, accessible financièrement. Oui. Moi, j'ai vraiment remarqué leur préoccupation de l'accessibilité financière de leurs produits. J'ai fait « wow ». Et vraiment, ils comprennent la réalité. Et il y avait une sensibilité au design. Parce que souvent, il faut être sincère, les ergothérapeutes vont nous proposer des objets qui ne sont pas nécessairement beaux, qu'on n'a pas envie de montrer. Et là, il y avait un souci que ça soit portable, que ça puisse rentrer dans un sac à dos, que ça soit joli aussi, non pas je mets sur la table, j'arrive avec mon fauteuil manuel, mon fauteuil motorisé, puis là, je mets quelque chose qu'il faut enlever les coupes, la nappe, le verre. Là, il y a un souci de rendre ça accessible, comme tu l'as dit, Christine, par le prix, mais aussi par la beauté et l'utilisation facile. Le souci qu'ils veulent apporter justement à l'adoption de ces appareils-là, pour moi, c'est la solution gagnante pour les mettre sur le marché comme ils veulent faire le commercialiser. Compact, portatif et abordable. Ouais. Ouais. À travers ces différentes technologies, peut-on penser que les outils d'assistance dans le futur seront plus accessibles à tous et pourront aider plus de personnes? Je trouve dans le principe d'assister, il y a quelque chose qui, moi, me rassure, qui est atteint d'une maladie évolutive, c'est-à-dire que je peux peut-être encore espérer que des choses que je vais pouvoir faire par moi-même. Pour moi, c'est important, mais c'est important pour mon entourage, dans ma vie de couple, que je sois aussi autonome et que, malgré que j'ai un état qui va évoluer dans le temps, bien, il y a des gens passionnés, des chercheurs et des chercheuses qui cherchent à améliorer le fait de vivre est quelque chose qui est une maladie évolutive pour tout le monde. Moi, j'ai mes incapacités beaucoup plus tôt que d'autres, mais ce qu'on développe maintenant, peut-être pour des personnes en situation de handicap, vont peut-être aider aussi des personnes âgées à avoir une meilleure vieillesse. Grâce à la technologie, ça me donne espoir de passer de assister à juste vivre et vivre le plus pleinement possible. Sortir de la vision du tunnel que, OK, il faut développer des technologies d'assistance pour une clientèle spécifique, avoir un point de vue éclectique, c'est... Tout le monde, on va y gagner. Tout le monde va y gagner. Scénariste et réalisatrice Estelle Bouchard. Chef recherchiste Camille Lopez. Directeur photo Mathieu Bourbonnais. Monteur Claude-Sophie Barsalou-Lacourcière. Pour Ami Télé, spécialiste accessibilité des contenus, Émilie Huberdeau. Chef production originale, Suzanne Pouliot. Vice-présidente développement de contenu et programmation, Isabella Federici. Une production de Groupe Fairplay.